Bonjour, bienvenue à tous les participants dans cette deuxième session de la réunion de l'IAS Educational Fund, organisée en collaboration avec l'Association de lutte contre le sida sur le thème VIH, sciences et communauté, progrès et défis au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et merci de vous être connectés. Je suis Mustapha Sotki et c'est un plaisir pour moi de modérer cette session qui va s'intéresser aux avancées récentes dans le développement des médicaments antirétroviraux injectables à longue durée d'action et sur la manière dont cela va contribuer à améliorer l'adhésion au traitement pour les personnes vivant avec le VIH ainsi qu'à la prophylaxie pré-exposition pour les populations clés. Maintenant, j'ai le plaisir de vous partager quelques détails par rapport au déroulé de la session. Le son de tous les participants est coupé. L'interprétation en français et en arabe est disponible pour tous ceux connectés virtuellement. Veuillez sélectionner votre langue pour écouter les présentations et les discussions dans la langue de votre préférence. J'invite tous ceux et celles qui sont connectés virtuellement à se présenter en écrivant dans la boîte de chat qui se trouve juste en dessous de l'écran et vous verrez que votre message s'affiche dans la boîte interactive à droite de l'écran. Veuillez taper votre prénom, votre nom de famille, l'organisation pour laquelle vous travaillez et le pays dont vous êtes originaire. Profitons de cette occasion pour nous connecter à apprendre et à nous connaître. Veuillez noter que si vous êtes en plein écran, vous ne pouvez pas voir la boîte de discussion. Si vous rencontrez des problèmes techniques et ne parvenez pas à voir la boîte de discussion, je vous invite à changer de navigateur Internet. Veuillez utiliser la même boîte de chat pendant la discussion ouverte qui suivra la présentation. Vous êtes également invité à envoyer vos commentaires dans la boîte de discussion. Nous aimerions aussi remercier Vive Healthcare, Merck, MSD et Gilead Science. En tant que participant actif à cette réunion de l'IAS Educational Fund pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, vous avez l'opportunité de gagner 1 an d'adhésion à l'IAS. Vous avez l'opportunité de gagner 1 an d'adhésion à l'IAS gratuit. Cette adhésion sera activée lorsque vous aurez rempli le sondage post-réunion et coché dans une case dans le questionnaire pour demander cette adhésion. Si vous êtes déjà membre de l'IAS, votre adhésion sera déjà faite. Cette réunion est également accréditée par une institution académique. Pour en savoir plus sur comment vous pouvez recevoir votre certificat d'accréditation, veuillez contacter liasut@iassociety.org. Maintenant, j'ai le grand plaisir d'inviter Christian Laurent, directeur de recherche de l'Institut de recherche pour le développement en France, à nous faire une présentation sur les avancées scientifiques, sur les injectables en matière de traitement et de prévention du VIH. Après cette présentation, vous aurez l'occasion de lui poser des questions lors de la discussion générale. Christian Laurent, à vous la parole. Bonjour, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs, l'IAS et l'Association de lutte contre le sida, de m'avoir invité à faire cette présentation sur les avancées scientifiques, sur les injectables pour la prévention et le traitement du VIH, un sujet tout à fait d'actualité. Alors, il est désormais bien établi que l'observance aux antirétroviraux est un élément clé de l'efficacité, aussi bien pour la prévention que pour le traitement du VIH. Et la figure ici montre cette relation avec des études sur la PrEP orale.
On voit que les études qui rapportaient une bonne efficacité étaient également celles qui avaient une bonne observance. Et à l'inverse, les études qui rapportaient une faible efficacité, voire une efficacité nulle, étaient celles dans lesquelles l'observance était également médiocre. Alors, je vais illustrer cette problématique avec l'étude de démonstration sur la PrEP orale que nous avons réalisée chez DHSH en Afrique de l'Ouest. Dans cette étude, les participants avaient le choix entre la PrEP quotidienne et la PrEP au moment des rapports sexuels, c'est-à-dire le schéma dans lequel la personne doit prendre 2 comprimés entre 2 et 24 heures avant les rapports sexuels, puis un comprimé 24 heures après et un autre comprimé encore 24 heures plus tard. Donc c'est le schéma appelé 2 plus 1 plus 1, validé par l'essai ANRS hypergay et recommandé maintenant par l'OMS pour les HSH. Alors on voit ici que l'incidence du VIH a considérablement diminué avec la PrEP, passant de 10 pour 100 personnes années avant la disponibilité de la PrEP à 2,3 pour 100 personnes années avec la PrEP. Néanmoins, l'incidence du VIH était surtout basse, 0,6 pour 100 personnes années, avec la PrEP quotidienne, alors qu'elle était de 2,7 pour 100 personnes années avec la PrEP au moment des rapports sexuels. Et on voit ici que 70% des participants utilisant la PrEP quotidienne rapportaient une observance optimale, alors qu'il n'était que 40% parmi ceux utilisant la PrEP au moment des rapports sexuels. Alors, par ailleurs, il y avait une réelle réticence à prendre un comprimé tous les jours, donc nécessaire pour la PrEP quotidienne, à tel point que seul un quart des participants choisissaient la PrEP quotidienne. Il y avait également une difficulté à anticiper les rapports sexuels et à évaluer le risque associé à ceux-ci. Or, ce sont deux éléments importants pour la prise de la PrEP au moment des rapports sexuels. Et quel que soit le schéma de PrEP, il y avait une volonté fréquente de dissimuler la prise de la PrEP pour éviter la stigmatisation qui lui est associée. Alors, dans ce contexte, la PrEP injectable présente un certain nombre d'avantages liés à sa longue durée d'action, avec actuellement des injections tous les 2 mois. La PrEP injectable permet ainsi de diversifier l'offre de PrEP et c'est un élément clé pour améliorer le recours à la PrEP, puisque les personnes peuvent choisir la stratégie qui leur convient le mieux entre la PrEP orale et la PrEP injectable. Puisque l'observance repose sur la réalisation des injections qui sont faites à l'hôpital, la PrEP injectable est susceptible d'améliorer l'observance et donc l'efficacité, à condition bien sûr de réaliser les injections à temps. Alors du coup, la PrEP injectable est aussi plus discrète puisqu'il n'y a plus besoin de cacher des comprimés ou la prise de ceux-ci. Autre avantage, eh bien, ce n'est plus une préoccupation quotidienne. Enfin, les injections sont parfois perçues comme plus efficaces que les médicaments en PrEP orale, en prise orale. Alors, par contre, il y a quand même quelques inconvénients, et notamment la réticence de certaines personnes vis-à-vis des injections. Et des visites médicales plus fréquentes, actuellement tous les 2 mois pour les injections, alors que les visites médicales sont plutôt programmées tous les 3 mois avec la PrEP orale. Et enfin, des interrogations sur le risque de résistance après l'arrêt de la PrEP,
puisque le médicament reste détectable dans le sang pendant 1 an environ, à des concentrations trop basses pour être efficace, mais suffisamment élevées pour permettre l'émergence de résistance. Alors actuellement, la PrEP injectable repose sur l'utilisation du cabotegravir, un inhibiteur de l'intégrase, en injection intramusculaire. Alors, les études, à commencer par l'essai Éclair, montrent qu'il y a peu d'effets indésirables avec le cabotegravir injectable, même s'il y a fréquemment des réactions au site d'injection, essentiellement des douleurs, mais qui sont d'intensité modérée et de courte durée, avec une médiane de 3 jours. Par ailleurs, leur fréquence diminue au cours du temps et au final, peu de participants interrompent la PrEP à cause de cet effet indésirable. Par contre, l'étude pharmacologique a montré qu'un schéma avec des injections de 800 mg toutes les 12 semaines était sous-optimal. Troisième résultat majeur de cet essai, le cabotegravir restait détectable dans le plasma 1 an après la dernière injection chez 17% des participants, tous des hommes. Alors ensuite, l'essai HPTN 077 a confirmé la sécurité et la tolérance du cabotegravir injectable. Et il a montré, lui aussi, que le schéma avec des injections toutes les 12 semaines était sous-optimal. Par contre, le schéma avec des injections de 600 mg toutes les 8 semaines était adéquat et c'est ce schéma qui est maintenant utilisé. Dans un second temps, le suivi des participants après l'arrêt des injections, dont les résultats ont été rapportés dans la deuxième publication indiquée sur cette diapositive, a montré que les effets indésirables étaient moins nombreux pendant cette phase et que le cabotegravir restait détectable 1 an après l'arrêt des injections chez 23% des hommes, un résultat comparable à celui de l'essai Éclair, et chez 63% des femmes. Enfin, l'essai HPTN 077 a également montré la bonne acceptabilité du cabotegravir injectable, tout particulièrement dans les pays du Sud. Alors, on a maintenant les résultats de l'essai de phase 3 HPTN 083 chez des HSH et des personnes transgenres qui montrent une efficacité supérieure du cabotegravir injectable par rapport à la PrEP orale, avec une réduction du nombre d'infections de 66%. Et par ailleurs, cet essai montre des résultats en termes de sécurité et de tolérance comparables aux essais Éclair et HPTN 077. Parallèlement, les résultats de l'essai de phase 3 HPTN 084 qui ont été présentés en début d'année montraient que le cabotegravir injectable avait également une efficacité supérieure à la PrEP orale chez les femmes, avec une réduction des infections encore plus élevée de 89%. Alors, concernant le traitement injectable pour les personnes vivant avec le VIH, on retrouve des avantages et des inconvénients similaires. Pour les avantages, sa longue durée d'action, bien sûr, la diversification de l'offre thérapeutique à côté des traitements par voie orale, son avantage pour l'observance avec une réduction du risque d'échec et d'émergence de résistance, la discrétion et le fait que le traitement n'est plus une préoccupation quotidienne. Pour les inconvénients, la réticence de certaines personnes face aux injections et les visites médicales plus fréquentes qu'avec un traitement PEROS.
Alors actuellement, le traitement injectable repose sur la combinaison du cabotegravir et de la rilpivirine, un inhibiteur non nucléosidique de la reverse transcriptase. Deux études, FLAIR et ATLAS, ont démontré l'efficacité, la sécurité, la tolérance et la satisfaction des patients avec le traitement injectable mensuel chez des patients ayant déjà une charge virale contrôlée par un traitement classique par voie orale et pas de résistance par rapport à la poursuite du traitement classique par voie orale. Enfin, l'essai Atlas 2M a lui démontré la non-infériorité d'un traitement injectable tous les 2 mois par rapport au traitement injectable mensuel. Alors pour conclure, la PrEP injectable avec le cabotegravir est un nouvel outil de prévention extrêmement prometteur. Il est donc nécessaire qu'il soit approuvé par les agences de régulation et qu'il soit disponible rapidement, aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Mais il y a également besoin de recherche opérationnelle pour guider sa mise en œuvre dans les programmes nationaux. De la même façon, le traitement injectable avec la combinaison du cabotegravir et de la ribavirin est une option thérapeutique intéressante qui a déjà été approuvée par certaines agences de régulation. Mais là aussi, il y a besoin d'études de faisabilité dans différents contextes, notamment compte tenu de la complexité que les injections impliquent en termes de logistique et de ressources humaines. Je vous remercie pour votre attention. Merci Christian Laurent pour cette présentation très intéressante, claire sur les traitements injectables en matière d'infection à VIH. Nous allons maintenant passer au panel de discussion qui se concentre sur les injectables et qui sera suivi d'une session de discussion générale. Je laisse donc la place à une première panéliste, professeur Nora Tassi, clinicienne du Maroc, qui va nous parler un peu de son point de vue sur ces traitements injectables. La parole est à vous, Nora Tassi. Bonjour, je suis professeur Tassi, chef de service des maladies infectieuses au CHU Mohamed VI de Marrakech, et je vais vous parler de mon point de vue en tant que clinicienne marocaine sur l'utilisation des injectables en matière de traitement et de prévention de l'infection à VIH dans le contexte marocain. Je commence d'abord par vous donner une brève vue sur l'épidémiologie de l'infection à VIH au Maroc. Ainsi, en 2020, on avait une estimation de 22 000 cas de patients vivant avec le VIH au Maroc et la part des femmes, il est faite de 43%. 740 cas nouvellement diagnostiqués par an. Et pour la prévalence de l'infection à VIH, il était estimé à 0,08% des cas. Si la prévalence de 0,08% cas est faible, il reste quand même très variable selon les régions marocaines et selon les catégories. Ainsi, parmi les personnes usagées de drogue à la ville de Nador, cette prévalence passe à 14%. Et parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, cette prévalence atteint 5% dans la ville d'Agadir en l'année 2020 et à peu près 4% dans la ville de Fès en 2020 et 4,4% à Casablanca en 2015 et 9% en 2017. C'est aussi cette prévalence, il est très élevé parmi les travailleurs de sexe
Dans Safi, par exemple, ça passe à 6%. La cascade du VIH de 2020 et depuis que le Maroc a adopté la politique de tester, traiter et retenir, et vis-à-vis de l'objectif 90-90-90, on remarque que le Maroc a atteint ce but-là et a même dépassé concernant l'administration des ARV chez les personnes nouvellement diagnostiquées et la négativation de la charge virale chez les patients déjà traités par les ARV. Il reste quand même à faire un peu plus concernant le dépistage de l'infection à VIH. La PrEP au Maroc reste encore délivrée seulement en milieu communautaire et aussi seulement dans 4 villes, dans Casablanca, Rabat, Marrakech et Agadir, au profit des travailleurs de sexe et des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Le Maroc a adopté la simplification du traitement ARV en suivant les recommandations de l'OMS, en adoptant l'association TDF-FTC dolutegravir à raison d'un comprimé par jour. Cependant, je pense qu'un traitement ARV injectable ne sera que le bienvenu, vu que le patient marocain pense souvent que l'injectable est plus efficace que les autres voies d'administration, vu aussi qu'il n'y aura pas d'intolérance digestive, pas besoin de le ramener à la maison, donc plus de discrétion vis-à-vis de l'entourage et vis-à-vis de la famille, et aussi il n'y aura pas d'oubli lors des voyages, donc plus de liberté de déplacement. En matière de PrEP, je pense qu'il y aura une meilleure adhérence, surtout pour les travailleurs de sexe, vu la discrétion, aussi la même chose que pour le traitement. Pas d'oubli, donc une meilleure aussi adhérence et aussi le fait qu'il n'y ait pas d'intolérance digestive avec la voie injectable, surtout pour les femmes. Cependant, je pense que pour une meilleure gestion des injectables en PrEP, ainsi que leur surveillance, il doit être réalisé en milieu hospitalier qui se trouve en ce moment très surchargé par la prise en charge de l'infection à VIH et on est dans la nécessité de créer d'autres centres référents pour la prise en charge, ce qui rend encore difficile la mise en place de la PrEP en ce moment-là en milieu hospitalier. Aussi, j'ai peur que le fait de la maniabilité des injectables et de leur discrétion peut être responsable d'une sous-utilisation ou d'une négligence du préservatif avec tout le risque de la recrudescence des autres infections sexuellement transmissibles. Et dernièrement, le coût de ces thérapeutiques injectables peut constituer un frein à leur utilisation, que ce soit en thérapeutique ou en injectable au niveau du Maroc. Merci, Tassenora, pour votre intervention. Donc, sans trop tarder, j'ai le plaisir d'introduire notre prochain panéliste, Eli Balan, un consultant de l'UNICIDA au Liban. À vous la parole, Eli. Bonjour, je suis très heureux de faire partie de cet événement. Je voudrais remercier l'IAS et l'ASS pour l'invitation. Mon nom est Eli Balan. Je fais partie des personnes vivant avec le HIV et je suis consultant de l'UNICIDA. Et je suis très heureux de prendre la parole pour parler
et des ARF et du traitement par voie injectable dans la région MENA. Alors, le traitement ARV soulève un certain nombre d'obstacles pour les personnes vivant avec le VIH. Et aujourd'hui, en effet, nous retrouvons un certain nombre de défis qui se posent. L'oubli, certaines personnes oublient ou n'ont pas d'accès aux médicaments, tout simplement. Également, comment prendre ces médicaments par rapport à l'alimentation, la disponibilité des centres de distribution dans certaines villes, la difficulté d'accéder aux centres, les problèmes liés à la stigmatisation et à la discrimination. Et aussi, il faut dire qu'il y a des problèmes qui se posent par rapport aux médicaments que les personnes doivent prendre à domicile, notamment que pour pas mal de personnes, l'entourage n'est pas au courant de l'état de santé de ces personnes. Et il faut aussi dire que voyager avec une grande quantité de médicaments pourrait poser problème. Dans certains pays, il y a des ruptures de médicaments, ce qui complique l'adhérence quotidienne, en plus des épidémies et des situations d'instabilité au niveau de la sécurité, au niveau économique et pour les demandeurs, les personnes en situation d'asile. Mais parfois, les défis peuvent représenter des opportunités, notamment que nous avons le traitement par voie injectable, le traitement ARV, qui est intéressant. Alors, quelle est la situation au plan international? Il y a un certain nombre de priorités et de résultats significatifs à mettre en exergue ici, car la première priorité, c'est d'éradiquer le sida d'ici 2030. Et nous avons devant nous un certain nombre de résultats qui concernent donc le traitement par voie injectable, qui concernent également la PrEP, l'accès aux médicaments, la transmission verticale de la mère à l'enfant, les réactions de la société pour asseoir donc l'égalité et lutter contre la stigmatisation et que la lutte contre le sida et le VIH puisse être intégré dans les autres soins de santé. À New York, aux Nations Unies, il y a eu une déclaration politique, la nouvelle déclaration, donc qui mentionne la voie injectable et les progrès qui ont été réalisés scientifiquement. Et cette déclaration politique met l'accent sur le traitement sur long terme, y compris le traitement par voie injectable et la PrEP. Le but étant de renforcer l'indétectable et l'intransmissible. Nos pays se sont engagés par rapport à cette déclaration politique et ils l'ont signée, ce qui nous offre des opportunités importantes pour que nous puissions renforcer la PrEP et le traitement par voie injectable. Et j'aimerais, si vous le permettez, parler donc de l'utilisation des traitements par voie injectable et les solutions que cela pourrait apporter avec les défis qui se posent en ce sens. Tout d'abord, il y a la question du coût. Le Fonds mondial devrait renforcer donc l'aspect financement
Et ceci concerne donc les solutions alternatives. Et il faut renforcer l'adhérence des personnes sous traitement, d'où le rôle de la société civile en ce sens, et les aider à une meilleure adhérence. Comme nous l'avons vu par rapport au vaccin contre la COVID-19, le rôle des ONG a été déterminant et il faut former les associations et les sensibiliser par rapport à l'importance de ces nouvelles solutions. Il y a des populations difficiles d'accès et là, il faut renforcer le rôle des Nations Unies et des organes des Nations Unies pour qu'il y ait plus de solidarité et intégrer ces services dans les autres programmes de développement et d'autres activités de développement des Nations Unies et couvrir toutes les populations, les femmes, les enfants, les jeunes, etc. et travailler pour l'autonomisation des femmes pour qu'elles puissent connaître leurs droits et ceci concerne leur vie en général et plus particulièrement leurs droits de santé, à la santé. Et je pense que l'appui qui pourrait être apporté à travers les politiques et les engagements internationaux pourrait contribuer à la mise en œuvre de la stratégie mondiale. Et ainsi, nous serons en mesure de relever les défis et avoir une approche innovante et impliquer toutes les parties prenantes. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de participer et j'espère plein succès à notre événement. Merci infiniment à Elie Balan pour cette excellente intervention. L'orateur parle en français. Souheila Ben Saïd, présidente de l'Association tunisienne de prévention positive ATP+. À vous la parole, Souheila. Bonjour, moi c'est Souheila Ben Saïd. Je suis la présidente de l'Association tunisienne de prévention positive et je vais vous en parler des injectables dans le traitement et la prévention. En fait, pour nous, les Tunisiens et les personnes des populations issues de des populations clés de la région MENA, on a besoin de ces traitements de prévention qui sont sous forme d'injectables. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes vivant avec le VIH-Sida ou des populations clés qui sont sous antirétroviraux ou qui sont sous autres traitements, généralement, il y a soit l'oubli de prendre les pilules, il y a soit des empêchements qui sont très importantes pour ne pas prendre les pilules, soit il y a l'oubli, soit il y a le manque de concentration et plusieurs autres facteurs qui sont vraiment très importants pour ne pas prendre ces pilules, cette trithérapie à temps, etc. Je prends le cas des travailleuses de sexe qui sont généralement très liées à leurs partenaires, parfois qui ne sont pas au courant, qui sont séropositifs ou qui sont sous traitement. Donc, cet injectable est très important pour qu'ils aient une bonne observance et pour qu'ils puissent continuer à vivre normalement sans vraiment informer leurs partenaires ou leurs clients qui sont séropositifs ou qui sont sous traitement. Ça, c'est de 1. De 2, ces injectables, ils vont aider à avoir une charge virale indétectable, c'est-à-dire indétectable égale intransmissible, et qui est encore un meilleur moyen de prévention pour les personnes séropositives. Concernant aussi les personnes qui ont des partenaires qui ne sont pas séropositifs, c'est-à-dire des couples qui sont discordants, donc c'est une meilleure solution
qui sont soit conçus d'hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes ou de la population LGBTQI en général, ou des femmes ou des travailleuses de sexe ou des utilisateurs et utilisatrices de drogues injectables, ils seront moins autonomes, plus autonomes pour pouvoir arriver à la détectable égale à intransmissible, et qui est notre approche pour pouvoir améliorer l'accès au traitement et l'accès à la prévention de toutes les populations, et qui est un moyen qui est très important pour pouvoir améliorer aussi le niveau de vie des vies et pour pouvoir améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida et des populations clés dans les centres de prise en charge et pour les programmes nationaux pour améliorer l'accès au traitement et aux soins. Préparer des médicaments injectables. C'est vrai que c'est difficile de préparer des médicaments injectables, mais les infectiologues professionnels de nos pays pourront le faire autonomement et pourront le faire dans les règles de l'art pour améliorer aussi la prise en charge et pour diminuer pour améliorer la qualité des soins et aussi pour diminuer le va-et-vient des personnes vivant avec le VIH-Sida ou des populations clés au centre de prise en charge pour plusieurs allers-retours pour pouvoir avoir accès aux médicaments et aussi pour diminuer la gérance des stocks d'antirétroviraux, ce qui va leur faciliter aussi leur travail et améliorer la prise en charge. Parce que vous saviez très très bien dans nos pays qu'on a toujours le problème de rupture de stock des médicaments, et surtout avec le coronavirus et avec la situation des pays à propos de l'épidémie. Donc la rupture de stock elle est devenue plus importante. Je prends le cas de la Tunisie. On a un traitement qui n'est pas encore disponible en Tunisie et depuis presque 1 an et demi au plus. Et pourquoi? Parce que le coronavirus a retardé sa bienveillance à être ici en Tunisie. Si on avait vraiment les médicaments injectables, une fois la personne elle peut s'injecter son médicament une fois tous les 6 mois, donc ça va moins alourdir le travail des infectiologues, du personnel de santé, et ça va diminuer les maladies opportunistes pour les personnes vivant avec le VIH-Sida et pour améliorer l'observance et pour devenir à U égale à U indétectable égale à intransmissible. Donc, il y aura moins de va-et-vient pour les centres de prise en charge, il y aura plus de suivi et une qualité meilleure des soins. Sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida et des populations clés, et pourquoi pas, s'il y a la possibilité pour ces injectables, pour qu'ils soient aussi pour les traitements de prévention, donc pour les populations clés et surtout pour les utilisateurs de drogues injectables, ça serait meilleur, comme ça ils n'oublient pas ou elles n'oublient pas aussi leurs médicaments. Pour les mères qui portent des enfants aussi, qui ont des bébés en charge, ça les aide aussi à avoir une meilleure observance, comme ça elles pourront mieux s'occuper de leurs enfants. Ils sont séropositifs et s'ils sont séronégatifs, et même pour les enfants, ça serait moins lourd à prendre ces médicaments, et ça serait moins lourd aussi à gérer les effets secondaires et à arriver aux maladies opportunistes.
avec les traitements, comme il y a beaucoup de ruptures de stock aussi pour les enfants, etc., pour les pilules concernant les enfants. Donc, les médecins, ils sont parfois obligés de demander de donner des pilules de 600 mg et plus pour les couper en 2 ou 3 pour que les enfants puissent en bénéficier, et ce qui est très lourd pour les parents. Donc, même pour les enfants, j'exige et je recommande que ce soit un traitement injectable aussi pour mieux gérer l'enfant, la famille, le partenaire, la partenaire et toute la population qui est concernée. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Je suis là pour vous y répondre. Souhaila Ben Saïd, présidente de l'Association tunisienne de prévention positive. Merci. Merci, Souhaïla, pour cette présentation. Nous passons maintenant à une discussion générale. Nous allons essayer de répondre au plus grand nombre possible de questions qui nous seront posées par le biais de la boîte de questions-réponses. Donc, là, déjà, nous avons reçu quelques questions. J'ai un peu scindé. J'ai quelques questions probablement pour Christian Laurent. Et la première, c'est qu'en est-il du risque de résistance aux anti-intégrases chez les PrEPeurs perdus de vue et qui vont s'exposer au VIH? En fait, c'est un peu le risque de résistance si on fait de la prévention avec les anti-intégrases. Oui, merci. C'est effectivement une bonne question. Comme je le disais dans ma présentation, après l'arrêt de la PrEP injectable, le médicament reste détectable dans le sang pendant une période qui est assez longue, puisqu'elle est d'environ 1 an. Et cette concentration, elle est trop basse pour pouvoir protéger de l'infection, mais en même temps, elle est suffisamment élevée pour favoriser ou pour permettre l'émergence de résistance. Donc, en cas d'arrêt de la PrEP injectable, il est recommandé de faire un relais par la PrEP orale et d'utiliser toujours le préservatif. Donc, c'est particulièrement important pendant cette période-là, si bien sûr la personne continue d'avoir des facteurs d'exposition au VIH. On va essayer de rester toujours dans le traitement un peu curatif, entre guillemets. Est-ce qu'il serait possible d'initier un traitement chez un patient séropositif par le VIH d'emblée par un traitement antirétroviral injectable? Alors, pour l'instant, les essais qui ont rapporté des résultats ont plutôt été des formules de relais d'un traitement par voie orale, relais par les formes injectables. Il n'y a pas eu d'initiation immédiate par un traitement par voie injectable, et le traitement injectable, pour l'instant, a été donné chez des patients qui avaient une charge virale qui avait été contrôlée par un traitement par voie orale. Donc aujourd'hui, les recommandations, elles sont celles-ci. On verra ce que les futures études nous apporteront comme résultat. Et je pense que pour l'instant, il faut s'en tenir à ce qui a été démontré. Oui, merci Christian. Une autre question, peut-on envisager une PrEP injectable communautaire, notamment dans la région, comme ce qui a été fait pour la PrEP orale? Donc là, c'est un peu ouvert aux différents orateurs, cette question. Personnellement, je pense que ça dépend de ce qu'on appelle finalement communautaire. L'étude sur la PrEP orale que je mentionnais tout à l'heure, que nous avons réalisée en Afrique de l'Ouest, elle était dans des cliniques associatives.
Donc, si on entend communautaire par ce contexte de clinique associative, oui, personnellement, je pense que c'est tout à fait possible et je pense qu'il faut impliquer les associations qui ont déjà l'habitude de suivre les populations clés, notamment, les populations de façon générale difficiles à joindre et qui même mettent en œuvre des activités de pair éducation. Hein. Nous avions des pairs éducateurs qui étaient impliqués. Donc, si c'est dans ce sens-là, oui, je pense que c'est possible et même souhaitable. Après, si c'est au sens communautaire, plus au sein directement de la communauté, etc., aujourd'hui, ça me semble un petit peu difficile. Merci Christian. إلي أنا أريد طرح نفس السؤال. Alors, j'aimerais vous poser la même question. Vu votre expérience communautaire, pouvons-nous penser à un traitement par voie injectable à travers les associations et qui puisse être couronné de succès? Je crois que oui, en effet, ceci est possible, mais au départ, c'était limité aux laboratoires et aux hôpitaux, mais ultérieurement, on pourrait effectivement rendre cela disponible au sein de l'associatif. Mais il faut un travail de sensibilisation plus important. Et ceci ne pourrait pas se faire du jour au lendemain. Il nous faut de la formation et aller vers un concept de couverture médicale beaucoup plus large. Ainsi, nous pourrions accélérer la réalisation de résultats plus importants à travers les pairs et les autres catégories. Merci, Elie. Nous avons aussi également une autre question sur le coût un peu de ces traitements et est-ce qu'on peut l'envisager dans la région, le coût de ce traitement injectable? Est-ce qu'il y a des études coût-efficacité PrEP orale et PrEP injectable? Alors, oui, il y a eu quelques travaux des études, donc de la modélisation hein, de coût-efficacité. Ce que l'on pense aujourd'hui, compte tenu des résultats, c'est que pour que la PrEP injectable soit coût-efficace, il faudrait qu'elle soit environ au même coût que la PrEP orale avec les génériques. Donc, ça donne une idée. Donc, après, comme vous savez, c'est bien sûr à étudier dans chaque contexte, puisque, par définition, le coût-efficacité doit être adapté au contexte. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est l'idée, c'est qu'il faudrait disposer d'une PrEP injectable qui soit à un coût vraiment relativement faible. Donc, je vous dis au coût de la PrEP orale en version générique. Oui, je pense qu'on a encore un peu de temps. Donc, il y a d'autres questions qui s'intéressent à la gestion des effets secondaires, à la difficulté de recevoir des traitements injectables et les effets secondaires par rapport à ce traitement injectable. Alors, le principal effet secondaire qui a été observé aussi bien dans les études sur la PrEP que dans les traitements injectables, hein, donc des personnes vivant avec le VIH, ce sont les réactions au point d'injection, essentiellement donc des douleurs. Donc ça, qui sont très, très fréquentes, hein, 80 à 90% des personnes peuvent en avoir. Par contre, elles sont d'intensité qui sont modérées et généralement, donc ça ne dure pas longtemps, hein, c'est vraiment quelques jours. Hein, et au fur et à mesure même de la poursuite du traitement, ces réactions diminuent avec le temps. Et finalement, les études ont montré qu'il y avait peu de personnes qui arrêtaient les injectables à cause de ces douleurs au point d'injection. On est autour de 1 à 5% selon les études. Oui, toujours une autre question dans un peu effet secondaire, mais plutôt interaction de ces traitements injectables, inhibiteurs d'intégrase, inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, notamment avec la tuberculose. Est-ce que réellement ça pose problème ou avec la rifampicine
ou ce n'est pas le même problème qu'avec les antiprotéases et on pourra les utiliser dans la région? Non, non, si, tout à fait, il y a une interaction entre le cabotegravir et la rifampicine, hein, et donc à ce moment-là, il faudra envisager. Alors aujourd'hui, le cabotegravir est déconseillé en cas de prise de la rifampicine, hein. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un relais, hein, pendant le traitement de la tuberculose, hein, il faut qu'il y ait un relais pour le traitement du VIH ou pour la prévention du VIH. Une autre question sur un peu le coût. Quel est le coût exact de ce traitement par injectable? Alors ça, je suis incapable de vous le dire aujourd'hui, puisque alors, en ce qui concerne la PrEP, vous savez que le traitement n'est pas encore approuvé, la prévention par voie injectable n'est pas encore approuvée par les agences, hein. La demande est en cours auprès de la FDA, va suivre également la demande auprès de l'agence européenne, et puis on espère aussi très rapidement auprès d'autres agences, notamment l'OMS, puisqu'on souhaite l'avoir dans les pays du Sud. Donc pour l'instant, le prix n'est pas déterminé pour la PrEP. Et une autre question, c'est ce traitement injectable chez les patients infectés par le VIH, déjà avec un passé de résistance et qui sont actuellement contrôlés avec traitement de deuxième ligne, est-ce qu'on peut simplifier, passer à l'injectable sans aucun problème ou il faut en tenir compte de leur historique de résistance? Alors, il faut bien sûr tenir compte de l'historique des résistances, et les études, bien sûr, qui ont été faites là, excluaient les patients qui avaient des résistances au cabotegravir ou à la rilpivirine. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Élie, qu'est-ce que vous pensez pour un peu pour la région pour implémenter ce traitement injectable, cette PrEP injectable? Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont là, mais pour les personnes qui n'arrivent pas à être adhérents, et il y aura quelques défis qui vont se poser. Mais malgré cela, je crois qu'il y a de l'espoir pour beaucoup de personnes vivant avec le VIH. Et c'était un rêve que nous nourrissions depuis longtemps pour que nous puissions vraiment prendre les médicaments d'une façon qui facilite la vie des personnes. Donc, c'est une chance. Merci, merci Élie. Donc, il ne me reste qu'à faire la conclusion. Je remercie tous nos panélistes pour les présentations et les réponses aux questions aux participants. Nous tenons également à remercier tous les participants et nous espérons que cette session vous ait été utile et intéressante. Nous tenons également à remercier tous les participants qui ont posé des questions. Nous vous encourageons à partager les enregistrements avec vos collègues qui n'ont pas pu participer avec nous aujourd'hui. Ceux-ci seront bientôt disponibles gratuitement sur la plateforme virtuelle de l'IAS Educational Fund et ils pourront rejoindre la plateforme à tout moment pour regarder les replays qui seront disponibles la semaine prochaine. Merci à tous et prenez soin de vous. Nous espérons vous voir plus tard pour notre troisième session qui va débuter dans 25 minutes et qui va durer 1 heure sur un thème aussi intéressant que les traitements injectables et qui est l'autotest VIH, une opportunité pour améliorer le testing et le retesting, notamment chez les populations clés. Veuillez vous connecter en retournant à la page d'accueil de la plateforme et en accédant au lien pour la session 3. Donc, tout comme vous vous êtes connecté pour cette
session. Nous vous rentrez. Ok, merci beaucoup à tous. Vous êtes offline. Nous sommes passés sur un carton d'attente pour annoncer que la session était maintenant terminée.